Vis-à-vis de Cuba, ennemi proche et historique, les États-Unis ont décidé de frapper un grand coup. Les États-Unis prennent des mesures concertées afin de soutenir la cause du peuple cubain. Grâce à notre réseau diplomatique, nous avons réussi à convaincre plusieurs nations de s'aligner sur notre position et d'augmenter la pression sur le régime que l'on tient responsable de la situation. Dans le collimateur des Américains, le ministre de la Défense cubain et de hauts cadres du ministère de l'Intérieur. Sous le coup de sanctions, notamment financières, ils sont accusés d'avoir participé activement à la répression des manifestations de ces dernières semaines. Mi-juillet, descendus par milliers dans les rues, les Cubains avaient fait part de leur exaspération vis-à-vis de leurs dirigeants. On nous affame jusqu'à la mort. La vanne s'effondre. Nous n'avons rien. Pas de logement. Nous n'avons rien. La sécurité d'État m'a battu, moi et ma fille qui est mineure. Tout cela parce qu'on est descendu dans la rue. Un ras-le-bol généralisé qui intervient alors que l'île est toujours soumise à un embargo qui sévit depuis 6 décennies et qui prive la population de l'accès aux denrées de base comme certains médicaments ou encore aliments. Déjà éprouvant, le quotidien des Cubains est rendu encore plus harassant par la crise économique accentuée par la pandémie. Et la pandémie, elle a eu un autre effet sur l'économie cubaine, ça a été quasiment la mise à l'arrêt du tourisme. Or, le tourisme à Cuba, c'était le grand relais de croissance imaginé par le gouvernement cubain pour ouvrir, libéraliser l'activité et puis pour faire rentrer beaucoup de devises du dollar. Face à une triple crise, politique, économique et sanitaire, Cuba semble de nouveau très fragilisé. Le mythe de la révolution cubaine vit-il ces dernières heures? Quel rôle les États-Unis peuvent-ils jouer? Voilà, et pour en débattre ce soir, nous recevons Zoé Valdés. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes romancière, vous êtes poète également, cubaine en exil en France. Et selon vous, ce qui se passe aujourd'hui à Cuba est un important mouvement pacifique et digne qui réclame la liberté. Le régime, dites-vous, peut tomber, mais cela peut aussi évoluer d'une façon très violente car les autorités ont décidé de créer une ambiance de guerre civile. À vos côtés, André Caspi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste des États-Unis. À vos yeux, le régime est très affaibli depuis la mort de Fidel Castro. Miguel Díaz-Canel, qui est le nouveau chef de l'État, n'a pas du tout le prestige de son prédécesseur, Raúl Castro. Il se pourrait que le régime tombe tout seul. Et puis Pierre Grosser, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste des relations internationales. Vous êtes également membre du Centre d'histoire de Sciences Po. D'après vous, les sanctions américaines ont surtout alimenté le nationalisme des Cubains ces 60 dernières années. Ainsi, il est peu probable que la politique de Joe Biden entraîne la chute du régime. Et pour entamer ce débat, eh bien c'est avec vous, Anna, et la question en 28 secondes. Oui, la question d'un internaute que je vous lis à tous les trois. La majorité de la population cubaine n'est-elle pas fidèle au régime? Alors, des milliers de Cubains ont manifesté dans les rues il y a 2 semaines contre le régime communiste. Zoé Valdés, le président Miguel Díaz-Canel peut-il encore compter sur des soutiens? Et si oui, lesquels? D'abord, il n'est pas président. Il n'a pas été élu parce que les élections à Cuba sont manipulées toujours. Donc, il n'est pas le président de Cuba. Alors, légitime, parce qu'il est président dans le titre. Il a le titre de président tout de même. Oui, il est la continuité de ce régime dictatorial, donc c'est un petit dictateur et qui va devenir, je pense, qui va faire une très bonne concurrence à Castro et son frère, parce qu'il a déjà montré de quoi il est capable dans ces jours-là. Alors, après les manifestations, eh bien, vient le temps, malheureusement, de la répression. Et c'est votre chiffre du jour, Benjamin. Oui, vous parliez, Zoé Valdés, des interpellations. Plus de 600 personnes auraient été interpellées donc, suite aux manifestations des 11 et 12 juillet dernier. Le gouvernement cubain n'a bien sûr pas communiqué officiellement le nombre d'arrestations. Ce sont des chiffres qui émanent d'ONG cubaines. Alors, André Caspi, on se dit en quoi elles sont inédites, ces manifestations? C'est vrai qu'elles sont d'une ampleur peu commune, mais y en a-t-il eu dans le passé? En quoi elles sont nouvelles? Ce qu'il me semble, c'est qu'actuellement, la situation a quand même beaucoup changé. Elle a changé parce que les frères Castro ne sont plus au pouvoir, et elle a changé aussi parce qu'il y a une ouverture sur le monde, notamment par Internet. Alors je sais bien qu'Internet a été coupé à Cuba, mais cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même la possibilité pour les Cubains d'avoir des relations extérieure. Et si ça n'est pas par Internet, c'est au moins par les mobiles, c'est-à-dire par le téléphone. Et je crois que ce qu'il faut bien souligner, c'est l'importance des communautés cubaines en dehors de Cuba. Et je crois que ces communautés cubaines
peuvent tenir un rôle très important dans l'évolution de l'île. Ouais. Et de ce point de vue-là, évidemment, cela nous ramène aux relations entre Cuba et les États-Unis, dont nous reparlerons tout à l'heure. Pierre Grosser, il y a aussi cet homme, Miguel Díaz-Canel, on en parlait, on ne le connaît très peu ici, et il a aussi un problème de légitimité vis-à-vis du peuple cubain, incontestablement, non, ça a joué ça? Oui, sans doute, parce qu'il y a des effets de génération qui existent toujours, c'est-à-dire qu'une partie de la jeunesse aujourd'hui n'a connu que les années 90, qui ont été des années très très difficiles, puisque c'était la fin du soutien de l'Union soviétique, puisque l'Union soviétique n'existait pas. Les Américains en ont profité pour essayer de faire pression sur le régime, ce qui n'a pas fait tomber le régime. C'est pour ça qu'il y a aussi la certitude que l'on peut tenir, même dans des circonstances difficiles. On parlait de manifestations. Il y en a eu en 1994, je crois que c'est les dernières grandes manifestations. Et puis d'un autre côté, eh bien, c'est quelqu'un qui est né en 1960. Je rappelle que le régime est arrivé au pouvoir en 1959. Donc il n'a pas cette légitimité révolutionnaire. Il a forcément moins cette légitimité révolutionnaire, mais dans tous les régimes, et on le voit dans des pays communistes d'Asie, les enfants des révolutionnaires ont aussi, disons, tendance à continuer le système avec moins cette légitimité, j'allais dire, militaire, mais ils ont par exemple des intérêts économiques. Et là, par exemple, dans le tourisme, il y a des intérêts économiques de la part des militaires qui font que c'est pas facile de lâcher le pouvoir. Et pour le moment, à l'intérieur du parti au pouvoir, on voit pas, ou en tout cas, moi je ne connais pas, en tout cas, comme il y avait dans les régimes communistes dans les années 80, de tensions internes. Voilà. Zoé Valdés, la situation sur place, on l'entendait tout à l'heure de la part d'un chercheur de l'IRIS qui nous disait, en effet, comme à cause du Covid, il n'y a plus de touristes, c'était la ressource principale du pays. Aujourd'hui, quelle est-elle ? Bon, quand le Covid a commencé, il faut dire que Miguel Díaz-Canel et toute l'équipe de tourisme de Cuba ont se vanté, ils ont dit, bon, à Cuba, il n'y a pas de Covid, vous pouvez venir. Et il y a eu une grosse quantité de gens qui sont partis à Cuba avec, sous leur responsabilité. Des touristes, vous voulez dire? Oui, des touristes, et sous la responsabilité du régime. Ils ont appelé les gens, et entre deux confinements, ils ont appelé aussi les touristes russes qui sont venus, et c'est pour ça que ça s'est aggravé, il faut le dire. Cubalex a dit hier que ce ne sont pas 600, c'est 700. C'est une ONG qui dirige Larissa Diversent. Elle a dit, c'est une avocate cubaine en exil, elle a compté hier 700, parce que ça compte. Et donc, ce ne sont pas 600. Le régime a commencé en 1959 par 600 exécutions massives seulement dans un mois. Vous parlez de la révolution, en fait. Et aujourd'hui, non, parce que quand on dit qu'avec Castro, il n'y a pas eu non, il y a eu pas mal d'exécutions massives, il y a eu un exil, 20% de la population en exil, des représailles, une opposition et dissidence forte. Il ne faut pas non plus oublier ce qui s'est passé. On va en parler de ça dans un instant, mais avant ça, Anna, on va voir que suite à ces manifestations, donc du 11 et 12 juillet, eh bien, le gouvernement cubain a annoncé de nouvelles réformes. Oui, tout à fait. Les restrictions sur l'importation de produits essentiels ont été levées. Les voyageurs peuvent désormais entrer dans le pays avec des produits alimentaires, des médicaments ou des produits d'hygiène sans limite et sans être taxés comme c'était le cas auparavant. Alors attention, cette levée de restrictions, elle est temporaire et elle ne s'applique que jusqu'au 31 décembre. Cette mesure, elle vise à apaiser les tensions qui agitent actuellement la population cubaine. Les pénuries alimentaires et de médicaments n'ont jamais été aussi dures en 60 ans de blocus américain. Les paniers alimentaires subventionnés par l'État ne suffisent plus à nourrir les Cubains. À cela vient s'ajouter une inflation bondissante, plus de 500% depuis le début de l'année. Même les salaires d'État qui ont été réévalués en janvier ne suffisent pas à contrer l'avancée galopante des prix des produits de base. En toile de fond, eh bien, la crise économique, elle frappe durement le pays. En 2020, le PIB a chuté de 11%, son pire recul depuis 1993. Les autorités cubaines mettent en cause la pandémie avec la chute des revenus liés au tourisme et les sanctions américaines, bien sûr, décrétées sous le mandat de Donald Trump. Donc, Zoé Valdés, ces mesures de non-taxation des produits de base, elles arrivent trop tardivement selon certains Cubains. Est-ce qu'elles sont suffisantes et est-ce qu'elles vont être pérennisées après le 31 décembre? Oui, les blocus castristes, c'est le plus important. Ces mesures ne résoudront rien. Mais rien du tout.
Cuba n'a pas un problème de négociation avec la Chine, la Russie, le monde entier. Donc cet embargo américain, qui est bien justifié, n'est pas un problème. Les mesures de Trump non plus. Les mesures de Trump, en plus, sont minimum à côté de ce qu'il fallait faire avec ce régime qui dure depuis 62 ans. Les plus grands blocus, c'est les blocus castro-communistes qui existent dans ces pays. Que les gens, même, vous savez, aujourd'hui, les problèmes, ce n'est plus la monnaie, même pas, parce qu'ils ont fait disparaître toutes les monnaies. À nouveau, les dollars n'arrivent pas. La première source, selon les chiffres de la CEPAL, pour ces pays, c'est l'argent de l'exil. 20% de la population en exil. C'est nous qui nourrissons nos familles et en plus, ils nous volent l'argent, ils nous volent les choses que nous envoyons à Cuba. André Caspi, alors on voit ces manifestations, on voit cette pénurie. On imagine bien qu'il y avait déjà un ras-le-bol auparavant chez le peuple cubain. En quoi cela peut-il faire tomber le régime aujourd'hui plus qu'il y a quelques années? Moi, je pense qu'il faut replacer Cuba dans une large perspective de relations internationales. Bon, aujourd'hui, comme il a été rappelé, l'Union soviétique n'existe plus, par conséquent, le protecteur soviétique a disparu depuis une bonne vingtaine d'années. L'envahisseur. Mais c'est évident. Mais d'un autre côté, Cuba dépendait aussi du protecteur vénézuélien. Oui. Bon, le Venezuela échangeait avec Cuba, c'est-à-dire que le Venezuela donnait ou vendait à Cuba du pétrole et en revanche, les Cubains allaient au Venezuela pour enseigner ou pour soigner. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois une sorte d'échange. Aujourd'hui, le Venezuela, c'est fini. Alors, ce qui reste avant tout, je crois, ce sont aussi les relations avec les États-Unis. Alors, je le dis d'autant plus volontiers que je rappellerai qu'il y a des communautés cubaines très importantes aux États-Unis. Il y a 1,5 million de Cubains en Floride. Miami est une ville pratiquement cubaine. Il ne faut pas oublier ça. Il y a aussi des Cubains au Texas, il y a des Cubains en Californie, il y a des Cubains à New York, il y a même un Cubain au gouvernement, puisque le responsable de la justice est d'origine cubaine dans le gouvernement de Biden. Donc ça veut dire que le lien avec les États-Unis tient une place essentielle, parce que beaucoup de Cubains envoyaient de l'argent à Cuba. Or, aujourd'hui, en principe, ces relations sont interrompues. C'est justement André Caspi. Notre archive nous ramène en 1994. Justement, à l'époque, le président américain Bill Clinton se penche sur la situation à Cuba. Mais pour les réfugiés dont vous parlez, et notamment de Little Havana, qui est le quartier cubain à Miami, hors de question de négocier. Depuis, l'histoire perdure. Voilà, ça c'était en 1994. Pierre Grosser, on voit que chaque président américain doit à un moment se mêler de la situation avec Cuba. Aujourd'hui, Joe Biden, quand on voit ces sanctions, ces nouvelles sanctions prises contre Cuba, il marche quoi dans les pas de Barack Obama ou de Donald Trump? Alors justement, il faut bien voir que cette histoire, comme ça a été rappelé, dure depuis très très longtemps. Il y a eu beaucoup de négociations plus ou moins secrètes. Il y a eu des moments où on a eu l'espoir de certaines formes de normalisation. Obama est allé en 2016 à Cuba, rétablit des relations diplomatiques. Et à ce moment-là, il faut bien voir que cette communauté cubaine votait plutôt pour Obama. Donc il faut faire attention aussi de ne pas considérer que tous les Cubains à Miami sont pour des républicains, pour une politique dure. Il y a aussi un changement de génération. Je parlais tout à l'heure évidemment de ce qui se passe à Cuba, mais c'est valable aussi pour l'immigration cubaine. Et puis avec Trump, on est revenu progressivement, parce que lui n'est pas... c'était pas sa priorité, mais en revanche, John Bolton et d'autres de ses proches étaient très excités à l'égard de Cuba. Eh bien, on est revenu à une politique plus dure. Et autre élément qui est important, c'est que le vote, la Floride, c'est un poids électoral tout à fait considérable. Donc, il y a tout un arbitrage à avoir. Dans quelle mesure est-ce qu'il faut avoir une politique très dure, pas trop dure, en fonction justement du mode électoral dans cet État. Donc là, il serait davantage dans les pas de Donald Trump alors là,
pour le moment, on a l'impression, comme sur pas mal de dossiers d'ailleurs, qu'il y a plutôt, comme par exemple sur la Chine ou sur d'autres, qu'il est plutôt dans une forme de continuité. D'autant plus qu'on l'a vu quand il y a eu les primaires avec Bernie Sanders, qui lors d'un interview a dit quelques éléments positifs sur Cuba. Il a fait attention de ne pas aller trop loin. Et à ce moment-là, ça a été la bronca d'une façon générale pour dire, regardez, il est socialiste, il aime Cuba, donc il va amener le socialisme aux États-Unis, etc., etc. Donc voilà, il marche sur des œufs. Je pense que les sanctions qu'il a prises là ne sont pas des sanctions qui sont très lourdes. On est dans la continuité de ce qu'avait fait Trump et qui ne sont pas aussi des sanctions qui sont considérables. Alors, en revanche, dans le cadre international qui a été rappelé, il faut bien voir qu'il y a des divisions très fortes dans le monde entre des États qui sont critiques à l'égard de Cuba, que vous avez à l'est de l'Europe, que vous avez dans certains pays d'Amérique latine comme le Brésil, et au contraire un certain nombre de pays qui sont plutôt favorables aujourd'hui à Cuba, comme la Russie, comme la Chine, la Corée du Nord. Justement, Pierre Grosser, on va voir ça avec vous, Benjamin, donc il y a quelques alliés quand même du côté de Cuba. Vous donnez une transition en or, puisqu'en effet, Cuba a reçu 88 tonnes d'aide humanitaire, c'était le 26 juillet dernier, en provenance de Russie. Il y a donc toujours le soutien de Vladimir Poutine. Écoutez, l'ambassadeur de Russie à Cuba, il se prénomme Andrei Gouskov. Il s'agit d'un acte de solidarité avec Cuba, avec le peuple et le gouvernement de l'île de la Liberté, qui se trouve dans une situation complexe face aux conséquences du blocus économique, commercial et financier des États-Unis, et aussi de la pandémie de Covid. Zoé Valdez, alors vous prenez-vous une intervention directe des Américains? Vous dites qu'il faut intervenir en 2 heures, tout cela est réglé. Mais est-ce que c'est vraiment réaliste? Parce qu'on voit bien qu'il y a bien d'autres pays qui sont imbriqués dans cette relation avec le Cuba. Non, des Américains, j'attends rien. Alors, parce que même s'il doit aux Cubains, si on voit l'histoire depuis les 13 colonies, nous les Cubains, on a aidé à l'indépendance des États-Unis. Alors qui les Européens, comment vous voyez la résolution? Pas seulement avec de l'argent, avec les gens qui sont allés pour lutter pour l'indépendance des États-Unis, des Cubains. Donc ils nous ont trahis avec l'époque de Kennedy et la brigade 2506, des héroïques hommes. Mais maintenant comment... Aujourd'hui, je pense que l'Europe doit s'impliquer. J'avais envoyé des lettres partout avant le 11 juillet parce qu'on sentait ça. On savait que ça allait venir. La communication avec les jeunes cubains de l'intérieur et les jeunes cubains de l'exil. Et on savait très bien que tout ça allait se produire. J'ai envoyé des lettres à Emmanuel Macron. J'ai envoyé des lettres à l'Assemblée nationale. Et vous n'avez eu aucune réponse, Valverde? Aucune réponse. Il faut que l'Europe, parce qu'il ne faut pas laisser tout aux États-Unis. Évidemment que Biden va continuer avec ce qu'a fait Trump. Toutes les administrations américaines ont fait la même chose. Non. Alors, Pierre Cassif. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que Biden était, je le rappelle, le vice-président de Barack Obama. Et en plus, avant d'être le vice-président de Barack Obama, il a présidé la commission des affaires étrangères du Sénat pendant de très longues années. Donc il connaît très bien ces histoires-là. Moi, ce que je crois, c'est que Cuba, aujourd'hui, n'occupe plus la place que l'île occupait précédemment. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était un lieu dans lequel se déroulait la guerre froide. Aujourd'hui, ça n'est plus rien. Les États-Unis ne s'intéressent à Cuba que par l'intermédiaire des communautés cubaines. Et que c'était comme on l'a rappelé d'ailleurs dans le reportage. C'est-à-dire par l'intermédiaire de ces communautés qui... jusqu'à maintenant votaient essentiellement républicains et qui maintenant sont partagés. C'est-à-dire elles ne votent pas franchement démocrates parce que les grands représentants de la communauté cubaine, que ce soit le sénateur Marco Rubio ou l'autre sénateur Ted Cruz, ce sont des républicains, ce ne sont pas des démocrates. Donc il y a une division, si vous voulez, au sein de la communauté cubaine, mais d'un autre côté, pour les États-Unis, le problème essentiel, c'est pas Cuba. On n'en est plus au temps de John Kennedy. Pierre Grosser, au niveau international, rapidement, est-ce que c'est possible d'imaginer autre chose que des actions diplomatiques, justement, comme on en parlait, aujourd'hui, d'être plus fort contre ce régime, ou alors on laisse tomber ça, peut-être un effet de pourrissement sur ce régime?
Non, moi je pense qu'il ne se passe pas grand-chose. D'abord, il faut bien voir qu'à l'Assemblée générale des Nations unies, il y a une condamnation quasi unanime des sanctions américaines à l'égard de Cuba, sauf évidemment les États-Unis et Israël. Bon. Donc, d'une façon générale, l'image des États-Unis avec cet embargo est très mauvaise. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas le faire, etc. Mais voilà, l'image est extrêmement mauvaise. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le temps où on fait des interventions, même onusiennes, quelque part, où on renverse des gouvernements. Je crois qu'on est dans un temps où on espère, à chaque fois qu'on voit un mouvement populaire dans un régime autoritaire ou totalitaire, que ça va mener à quelque chose. On l'a pensé avec Hong Kong, on l'a pensé en Algérie, enfin bref, on le pense à peu près partout. Voilà, les espoirs augmentent, mais pour le moment, il se passe pas grand-chose. Le régime a l'air de tenir. Alors évidemment, on a l'impression que c'est des bouts de ficelle. Hein, voilà, vous avez des choses, des recettes. Voilà, maintenant, vos courgettes grillées, vous le faites avec des concombres, etc. Enfin, c'est des petites choses qui font que le régime, à mon avis, survit et peut encore survivre un moment parce qu'il n'y a pas de raison de le renverser. On va regarder ça en tout cas de près. Merci beaucoup à vous trois d'être passés ce soir par 28 minutes.